Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission sera disponible sur Internet, bien sûr, sur le site de Radio Télémétropole, une émission produite par Groupe Croissance et Radio Télémétropole. Le mois d'octobre, en général, il y a l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire international de la Banque mondiale qui se tient à Washington. Mais Covid-19, on sait que ça a changé le monde. Mais on maintient quand même ce rendez-vous. Ceci se fera virtuel et plusieurs pays se retrouveront en contact pour réfléchir sur les grands problèmes de la nation. La nation en Haïti, bien sûr, et d'autres nations à travers le monde. Sachez qu'il va y avoir des discussions sur Covid qui a posé de sérieux problèmes pour la planète. Il va y avoir une forte contraction, donc il y a plusieurs documents qui en sortent. Et pour réaliser cette discussion, nous avons comme invité d'honneur M. Wayne Kamar, ancien représentant du Fonds monétaire international en Haïti et qui vit actuellement en République dominicaine. Et nous allons nous rendre à Punta Cana en République dominicaine. Wayne Kamar, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, Kessner, pour l'invitation. Comme j'aime dire, ça a été le représentant du Fonds international en Haïti qui a été toujours dans la presse et vous étiez au studio au moins en 2 occasions pour discuter de la situation d'Haïti. Et merci encore d'être toujours disponible pour Radio et Télémétropole. Wayne, je disais tantôt qu'il va y avoir l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire international de la Banque mondiale, une assemblée bien spéciale. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Quelle est l'ambiance qu'il y a actuellement puisque vous avez travaillé pendant longtemps dans cette institution, le Fonds monétaire international? Merci beaucoup, Kessner. Je dois commencer pour être clair. Je ne suis plus avec le Fonds monétaire depuis maintenant presque 4 ans. Je comprends beaucoup de l'opération de l'institution depuis avec 25 ans au sein du Fonds. Donc, je peux vous dire que pour les assemblées annuelles qui approchent, il y a qui vont faire de manière virtuelle, comme ils ont fait aux réunions de printemps en avril. Donc, toutes les discussions, on va faire par vidéoconférence, comme je fais avec vous aujourd'hui. Mm-hmm. Dans ces réunions, c'est une opportunité pour les ministres des Finances, les chefs des banques centrales, de tout le monde, pour discuter les problèmes au niveau mondial. Et oui, évidemment, le problème de Covid porte beaucoup sur l'agenda. Mais il faut se rendre compte que c'est aussi un moment politique très sensible. Il y a pour le fonds et pour le pays récepteur, États-Unis. Donc, on a vu au mois d'avril qu'un des moments les plus importants des réunions biannuelles, c'est la publication des prévisions de croissance pour l'année. Quand ils ont fait en avril, ils ont pris des hypothèses ridicules, suivant, paraît-il, la ligne du président Trump, que le Covid va disparaître. Et donc, ils ont publié des prévisions très irréalistes. Pour la République dominicaine, par exemple, c'était moins 1% pour cette année. Alors, jusqu'à août, c'est moins 8. C'est très loin de la réalité. C'est probablement moins 7, moins 8, quelque chose. Et dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Le moyen pour l'Amérique latine, paraît-il, si on prend par exemple les prévisions de l'Organisation pour la coopération et le développement qui est basée en France. Et eux, ils ont publié récemment moins 10 pour Amérique latine. C'est un coup très fort pour l'économie mondiale. La situation reste très difficile et évidemment, il y a des élections aux États-Unis quelques jours après qui vont certainement porter sur les discussions. Mais pour le fonds elle-même, c'est un moment très sensible. Le Fonds monétaire a réagi très rapidement. Ils ont donné des prêts presque sans condition à des douzaines de pays
c'était à peu près 112 millions de dollars pour l'Haïti, par exemple. Mais maintenant, ils ne savent pas quoi faire. Une trentaine de pays ont demandé des programmes auprès du FMI, mais rien n'est... Après leur aide d'urgence qu'ils ont bien reçue, mais maintenant, le fonds doit décider ce qu'ils vont faire. Parce que maintenant, bon, les budgets de presque tous les pays sont en déficit très, très fort, mais on n'a pas de visibilité. Quand est-ce qu'on va récupérer avec les économies très faibles de presque tous les pays au monde? Avec ces économies faibles, comment est-ce qu'on peut récupérer la discipline budgétaire? Mais sans financement, qu'est-ce qu'on peut faire? Si les Américains, les Européens, ils ont un planche à billets qui vous donne d'argent solide. Les pays en voie de développement, s'ils font tourner la planche à billets, c'est l'inflation forte très rapidement. Et le fonds pourrait aider, mais ils ne peuvent pas prêter l'argent quand ils ne savent pas si le pays va pouvoir être au niveau à payer 2 ans, 3 ans plus tard. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est parce qu'ils ne peuvent pas dire cela. Donc, il y a une trentaine de pays qui ont demandé des programmes. On a vu récemment en Costa Rica que les mesures fiscales que le gouvernement a prises pour pouvoir accéder aux ressources du fonds a suscité des émeutes à San José. Et le gouvernement a été obligé de retirer les mesures et annuler les négociations avec le FMI. Donc, c'est vraiment un moment très sensible pour eux. Ils ne veulent pas prêter l'argent sans des garanties, mais les garanties ne vont pas apparaître. Donc, c'est ça doit être un des points principaux des discussions à Washington la semaine prochaine. Très bien, merci pour cette longue mise en contexte qui nous donne une idée de l'importance de l'institution et également tout ce qu'il y a de politique. C'était bien de parler des États-Unis parce que les non-initiés peuvent ne pas savoir que les États-Unis sont membres du fonds, il y a les pays européens, les pays les plus riches, peut-être qu'ils ne bénéficient pas directement et de près de ces institutions, à part une fois, je crois, en Angleterre avec cette situation. Donc, il est important de comprendre que le fonds se retrouve au milieu d'une tempête. Et ces élections qu'il va y avoir, particulièrement le 3 novembre prochain, est-ce que vous pensez qu'un changement de gouvernement aux États-Unis, ça va avoir un impact sur le fond? Si se passe en Europe, le Brexit, restons d'abord dans cette première partie, les pays les plus avancés. Et ces changements qui se produisent actuellement, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le Fonds monétaire international dans les 6 prochains mois? Il est un peu difficile de dire exactement ce qui... Évidemment, s'il n'y a pas d'élection de M. Trump, qui va nous donner 4 ans nous-mêmes, ils ont choisi le numéro 2 du FMI, qui est un jeune de, je crois, 35 ans, avec une licence en informatique et très peu d'expérience, mais un fidèle de M. Trump, qui n'aide pas grand-chose dans l'effort mondial à faire face aux crises. Mais bon, ça à part, si M. Biden est le président éventuel, je pense qu'on va avoir des mouvements assez rapides pour ne plus suivre ces politiques de America First. Et donc, pour intégrer les États-Unis dans le système multilatéral plus fortement qu'on a vu ces dernières années, ce qui pourrait aider au Fonds monétaire à prendre un peu plus de risques.
Il faut rappeler qu'au général, le numéro 1 du fonds, ça vient de l'Europe, et le numéro 2, les États-Unis. Et la Chine veut certainement changer ça, mais jusqu'à présent, c'est la norme. Et au niveau de la Banque mondiale, c'est les États-Unis en première position en général. Maintenant, et je sais que vous avez une longue carrière, 25 ans, et vous avez été en Afrique. Essayons de visiter un petit peu le monde à travers ces réunions. Et qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant au niveau de l'Afrique? Quel impact que la Covid-19 a eu sur les pays africains? Je suis sûr que vous regardez ça régulièrement. Vous connaissez très bien la Côte d'Ivoire qui se retrouve aujourd'hui dans une situation très difficile encore sur le plan politique. Comment on verrait les pays du Sub-Sahara, les pays de l'Afrique de l'Ouest? En Haïti, nous avons certainement des relations, et je pourrais dire historiques. Bon, il est un peu difficile de savoir. Pour beaucoup des pays de l'Afrique, les chiffres du Covid sont assez bas. Et il est difficile de comprendre si c'est parce qu'il n'y a pas de test, s'il y a des éléments génétiques favorables, s'il n'y a pas d'anticorps, des autres maladies endémiques dans cette région qui les aident. Mais la première chose, c'est que la crise économique dans les pays riches, quand les pays riches ont la grippe, l'Afrique et les pays en voie de développement ont la pneumonie. Et c'est un peu ça au niveau économique. Beaucoup de ces pays sont producteurs des produits primaires, minières, agricoles et autres qui voient leur prix à des niveaux très très bas. Il paraît par exemple le Mali, ils ont fixé un prix d'achat pour le coton, leur export principal très très bas face à la situation, et il n'y a plus de crédits subventionnés par le gouvernement pour des raisons économiques nationales. Et donc, il paraît qu'on n'aura pas vraiment beaucoup de coton au Mali cette année. De quoi est-ce que les gens vont vivre? Je ne sais pas. Mais c'est clair que la situation là-bas est très difficile et va rester difficile. Et ça, c'est sans parler des problèmes politiques avec le terrorisme et le rôle d'armée dans le pays. Donc vous pensez que les pays africains, avec ce choc, même si ce n'est pas, comme vous l'avez bien dit, aussi fort par rapport aux pays occidentaux, mais les recettes fiscales, les matières premières, vous en parlez, il faut dépenser beaucoup plus, et ça a un impact sur le commerce de ces pays avec d'autres pays, et ce n'est pas trop intégré au niveau de l'Afrique. Donc est-ce que ces problèmes sanitaires vont avoir des impacts très négatifs sur l'économique et sur le social, et une certaine crainte pour le financier? Non, mais ça c'est évident, ça va être très fort, mais chaque pays a ses circonstances. Pour sortir de l'Afrique à un moment, j'ai été contracté pour faire une analyse de l'économie d'Irak. Un des pays, je pense qu'ils sont numéro 2 en réserve pétrolière au monde. Et évidemment, c'est un pays qui a connu beaucoup de guerres, beaucoup de terrorisme, beaucoup de troubles politiques. Et maintenant, ils ont un problème de Covid très, très fort. Et ils dépendent des recettes du pétrole. Et il n'y a presque plus d'impôts par pétrole. Et donc, ils sont dans une situation très, très, très faible et très, très difficile. Et on attend une explosion là-bas. Je ne dois pas dire explosion parce que c'est métaphorique dans un pays où ça pourrait vraiment l'être, mais la situation est catastrophique. Tout à fait. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Notre invité, Wayne Kamar, ancien représentant du Fonds monétaire en Haïti. Il y a l'Assemblée annuelle du Fonds ce mois-ci à Washington, D.C., bien sûr avec la tête, mais à travers le monde, c'est de manière virtuelle. On va prendre une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.
Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous sommes du côté de la République dominicaine, à Punta Cana pour être plus précis. Notre invité, Wayne Kamar, ancien représentant du Fonds monétaire en Haïti, qui nous aide à voir, à mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'économie mondiale avec la COVID-19, cette pandémie qui pose problème sérieusement. Wayne, c'est la première fois. Et, bon, nous, on vit depuis quelque temps déjà, on a regardé tout ce qui s'est passé dans l'économie. Et c'est peut-être la Grande Dépression qu'on a étudiée de manière historique. Et on parle de moins 5% de contraction au niveau de l'économie mondiale et certains pays avec un choc beaucoup plus élevé. Là, on a oublié de parler de la Chine avant d'arriver en Amérique latine. Est-ce que vous pensez que la Chine va avoir une reprise économique, une reprise en V? Bon, la Chine, c'est un des très peu de pays au monde où on dit qu'ils vont avoir la croissance positive en 2020. Ils ont eu une crise forte au deuxième trimestre de l'année, mais eux, ils sont déjà dans la relance. C'est un peu affaibli, évidemment, par la demande réduite des autres pays, les pays qui achètent leurs exportations, notamment les États-Unis, et avec la guerre commerciale entamée avec les États-Unis et le président Trump. Donc, mais oui, ils sont le pays numéro 1 maintenant pour la croissance au monde, je pense. Comme vous savez, les réunions, c'est Banque mondiale et Fonds monétaire. La Banque mondiale a publié un rapport. Nous allons avoir 100 millions de personnes se retrouvant en situation d'extrême pauvreté. Donc, parler de choc économique, de contraction économique, il faudra voir le social. Et on parle de près de plus d'une cinquantaine de millions du côté de l'Afrique, quarantaine de millions en Asie. Et nous allons avoir également du côté de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Et voilà la situation extrêmement difficile. Donc, lorsque vous avez ces situations sociales, on sait bien, ça peut créer une tension politique, c'est un cercle vicieux. Comment vous voyez cet éclatement d'extrême pauvreté à travers le monde et particulièrement dans la zone où nous nous retrouvons? Non, c'est extrêmement inquiétant. C'est évidemment difficile de savoir jusqu'où vont les gens. J'ai parlé tout à l'heure des manifestations en Costa Rica avec des mesures fiscales, mais tous les pays ont des déficits fiscaux très grands. Et oui, on sait bien que le Costa Rica, c'est un pays paisible, un pays stable sur le plan économique. Donc si le Costa Rica est touché... tout à fait. Normalement, c'est ça. Yeah. Mais les gens sont au bout de leur patience. Yeah. Et il y a des paiements qui ont été faits pendant les premiers mois de la crise et on est en train de retirer ces paiements parce que les gouvernements n'ont pas les ressources. Regardons en États-Unis le plus évident où les républicains résistent à une nouvelle loi de relance. On voit ici, aux Républiques dominicaines, où on est en train de voir un déficit cette année de 10% du PIB, c'est-à-dire une augmentation dans la dette majoritairement extérieure de 10% du PIB. Et ça ne peut pas continuer. Les Wall Street viennent d'accorder une émission de titres de 3,8 milliards de dollars pour ce pays. Mais c'est presque 5% du PIB dans une seule émission. Et ça, jusqu'où est-ce qu'ils sont prêts à aller? On ne sait pas. Mais ce n'est pas en permanence. Il faut à un moment réduire ces aides, les aides aux travailleurs indépendants, les aides aux travailleurs qui sont suspendus, et les aides aux ménages, les aides alimentaires aux ménages, et tous ces programmes qui ont été mis en place pour traverser la crise. Maintenant que la crise est plus longue qu'on avait pensé au départ, les gouvernements n'ont pas l'argent. C'est aller toujours à l'inflation de la planche à billets
ou c'est réduire ses bénéfices, et ça va aggraver les tensions sociales, évidemment. On va certainement venir à la République dominicaine. Terminons avec le reste de l'Amérique latine. Vous avez parlé tantôt d'explosion du côté de l'Irak. Si on parlait de Costa Rica, ça explose, donc la traînée, c'est facile pour le feu. Et gagne l'Honduras, Guatemala, Salvador sont des pays explosifs de manière naturelle sur le plan social. Et si on descend également vers le Brésil, qui a été très touché par le coronavirus, l'Argentine n'a pas été épargnée, le Chili. Donc peut-on dire que 2020, c'est une année totalement ratée et quelle perspective pour ces pays d'Amérique latine 2021? Ah non, je n'ose pas dire la moindre chose sur 2021. Je suis certain qu'on va faire un grand set le 31 décembre 2020 pour voir le départ de cette année horrible. Mais pour 2021, vraiment, on n'a pas de visibilité. Très bien. La Caraïbe maintenant, et je sais que Jamaïque a été touchée, Trinidad et Tobago dépendant considérablement des matières premières, Guyane avait prévu une croissance extrêmement importante, et comme la Caraïbe dépend considérablement du tourisme, et on sait que c'est le secteur qui a été touché, donc on se ramène plus proche de nous, voire des tantôt de la République dominicaine, est-ce que le manque de diversification de l'économie caribéenne, ça nous a coûté extrêmement cher avec Covid? Oui, mais on parle de beaucoup d'îlots. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans une île avec 300 000 habitants ou quelque chose de cette nature? On a la République dominicaine où on a vraiment, alors que le tourisme, oui, est le numéro un en générateur de devises, mais c'est déjà une économie diversifiée. Mais pourquoi? Parce que c'est un pays d'11 millions de personnes. On a, avec un certain pouvoir d'achat, donc l'économie nationale peut se diversifier beaucoup plus facilement que ces pays petits. Même Jamaïque, c'est, je pense, 3 millions d'âmes. Donc, c'est beaucoup plus facile dans ces pays. Yep. Donc, ces économies, comme vous avez dit, des îles avec un environnement difficile, désastres naturels, et s'il y a instabilité politique, criminalité, donc ce sont des situations vraiment difficiles. On n'avait pas besoin de Covid pour ces petites économies. Vous êtes un observateur étranger vivant en République dominicaine. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant l'année, les élections qui ont eu lieu, municipales, législatives et présidentielles. Un gouvernement qui a fait montre quand même d'une certaine efficacité. Dès le premier jour après avoir eu au Congrès le droit de diriger le pays, ils ont mis le gouvernement en place. Et voilà qu'ils ont eu le temps de préparer un budget, mais c'est un budget qui, semble-t-il, donne déjà des problèmes. Le président, cette semaine, parlait au Parlement et à la population. Donc, on sent qu'il n'y a pas de lune de miel, là. Hein? Non, la lune de miel a été très courte. Ça, c'est vrai. Les gens ont été résistants à certaines nominations à postes d'importance des gens de la même famille, qui était une des choses qu'ils ont critiquées quand ils étaient à l'opposition. Donc, ça leur a coûté. Et aussi, c'est une situation difficile. Il n'y a pas de potion magique pour résoudre les problèmes qui posent le Covid. Les exportations, quant à eux, sont déjà au niveau qu'ils avaient l'année dernière. Les transferts du diaspora, ici, comme en Haïti, ont explosé de mai à août, grâce probablement à des paiements du gouvernement américain à tout le monde, aux chômeurs et autres, qui ont donné plus de ressources pour transférer
à notre île. Ça pourrait ne pas durer. Il y a certaines choses qui vont bien, mais c'est toujours très difficile. Et le gouvernement n'a pas toujours n'est pas toujours focalisé sur les éléments clés. Et le budget pour 2021 aux Républiques dominicaines, comme en Haïti, c'est très difficile à le faire boucler. Et donc, ils ont pris des hypothèses, disons, un peu ambitieuses. Et donc, on va voir comment ça se déroule. En fait, le budget est de plus de 1000 milliards de pesos. C'est extrêmement important. Est-ce que vous avez lu le budget? Quel est le problème qui s'est posé concernant les impôts, ce qui a provoqué du côté du président de dire « OK, d'accord, on va enlever les impôts ». C'est peut-être l'une des premières erreurs, donc la faiblesse de ce gouvernement. Et vous avez lu le budget. Quels sont les principaux problèmes que vous avez dénotés à travers ce budget déposé le 1er octobre au Congrès dominicain? La République dominicaine a connu une croissance forte et soutenue pendant des décennies. Même les années 80, qui étaient terribles pour le reste d'Amérique latine, n'ont pas été très mauvais pour la République dominicaine. Or, ils ont fait cela avec des politiques cohérentes qui favorisaient systématiquement le secteur de l'entrepreneuriat et pour les peuples, beaucoup moins. Et le budget 2021, ça continue cette tendance. Il y a en particulier, le gouvernement cherche des ressources avec une imposition additionnelle sur les particuliers et notamment sur le 13e salaire qu'on paie en décembre. Les gens, dans beaucoup de cas, déjà ont pris des emprunts sur la base de ce 13e salaire et de voir que maintenant ça va être imposé a suscité beaucoup de résistance. Ça, il y a d'autres moins importants, mais je pense que ça, c'est l'erreur stratégique. Il y a une grande les gens qui ont des salaires qui sont les plus faciles à imposer et les sociétés et les entrepreneurs ne paient pas leur part du budget. La pression fiscale est faible en République dominicaine également. Ça fait à peu près 15%. Donc, ce n'est pas suffisant pour soutenir une croissance aussi importante des dépenses publiques. Non, même moins, c'est plutôt 13. C'était 13 en Haïti dans les meilleures années. C'est 13%, c'est le moyen pour les pays fragiles, les pays en crise. Ça doit être pour un pays au niveau de la République dominicaine, 17-18%. C'est pas plus. Mais la politique dominicaine est de ne pas imposer trop ce secteur producteur, créateur d'emplois, c'est vrai, mais qui a les ressources dans cette crise à contribuer plus. Mais le gouvernement nouveau n'a pas voulu faire cela. Nous savons que la classe moyenne avait supporté politiquement Abinader et la classe moyenne n'est pas contente le fait qu'il y a eu un problème d'imposition sur les cartes de crédit. Vous pouvez en parler? Oui, les cartes de crédit, ça, c'est en fait une taxe sur les importations. Parce que ça s'applique, dans la pratique, ça s'applique seulement aux importations, par exemple, d'Amazon aux États-Unis. Ah, OK. Il y a un seuil de $200. En dessous de $200, on ne paie pas de taxes. OK. Et donc, c'est une manière, comme il faut payer en dollars à Amazon, mettre une taxe de 3% sur ses achats. Ça, c'est la réalité de ce truc. Mais la classe moyenne achète beaucoup de choses sur Amazon.
il y a tout un secteur d'entreprises de transport de ces paquets qui bénéficient de l'exonération de $200. Ça, c'est le commerce électronique avec Amazon qui envahit le monde avec ces histoires-là. Donc, on essaie de voir comment fiscaliser et imposer ce secteur-là. Donc, on parle également de régime fiscal, une réforme du régime fiscal, ce sera facile à faire? Jamais, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et ça a été en discussion maintenant depuis très longtemps. Il y a des impôts qui ne donnent pas grand-chose, qu'on pourrait éliminer. Et comme je dis, il faut mettre l'accent plus sur l'imposition sur les sociétés et réduire l'exonération première et deuxièmement, mettre un accent sur l'administration des impôts en vigueur avec un contrôle plus rapproché. Tout à fait. Il y a toute une discussion, tout un débat également autour de rendre l'économie moins formelle. Ils ont des incitations pour essayer de voir comment mettre... Oui, c'est ça. Yep. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons comme invité Wayne Camara, ancien représentant du Fonds monétaire d'Haïti, qui vient en République dominicaine, qui essaie d'analyser avec nous l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Nous allons nous retrouver à la troisième partie en Haïti. Économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et dimanche soir 7h sur Télémétropole. Cette émission sera disponible sur Internet à n'importe quel moment que vous voulez. Nous avons comme invité M. Wayne Camara qui est basé en République dominicaine. Il est du côté de Punta Cana et qui essaie de nous aider à mieux comprendre les assemblées annuelles du Fonds monétaire international, la situation économique surtout après Covid-19. Donc, oui, on a fait vraiment un survol au niveau international. On s'est ramené là où vous êtes pour le moment et nous allons atterrir en Haïti. Wayne, vous suivez avec beaucoup d'attention Haïti, vous réalisez des tweets, vous faites sortir votre opinion. Vous êtes bien placé quand même parce qu'ayant travaillé sur ce pays. Vous avez vu le budget qui a été publié par le décret qui a été publié par le gouvernement? Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a déprimé. Non, c'est... Ça, c'est faux. Mais j'ai parlé tout à l'heure de la difficulté à faire un budget pour 2021. Et tous les pays ont des problèmes parce qu'ils ne voient pas d'où vont venir les ressources. Et je suis très sympathique. Mais ils sont en train de faire deux choses en même temps. Le budget a des prévisions de ressources irréalistes. Ils envisagent une augmentation de 55 à 60% de cette année, de l'année qui vient de terminer à 2021, 55 à 60%. Ça dépend du chiffre final de 19-20, mais c'est inconcevable. Et donc, même avec cette prévision optimiste, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent qu'ils vont limiter le recours à la Banque centrale à seulement 37 milliards de gouttes. C'est vrai, c'est moins que le 43 milliards de gourdes qu'ils ont touché de la Banque centrale en 19-20. Mais c'est quand même un chiffre énorme. C'est à peu près 2% du PIB du pays. Et ça va alimenter de manière importante l'inflation. Il n'y a pas 36 solutions. On dépense trop, on le paye avec la planche à billets, on aura l'inflation. On dit en anglais, le sigle du FMI, c'est IMF et IMF. Le blague, c'est que ça signifie « it's mostly fiscal ». C'est principalement budgétaire. Et c'est ça. Et c'est 37 milliards de gouttes de la Banque centrale. Ça, c'est sous l'hypothèse que les 132 milliards d'impôts arrivent.
c'est pas un budget, c'est une liste pour envoyer à Santa Claus. Et à Père Noël. Je sais que vous n'êtes plus au niveau du fonds, mais est-ce que le fonds n'a pas été consulté? Est-ce que, en général, le fonds conseille le gouvernement sur le plan des finances publiques? Et je suppose qu'ils ont peut-être une discussion avec le représentant local actuel. Le représentant, il y avait un nouveau fin 2019. Il a été retiré au moment de Covid-19. La pandémie. Quand on a commencé la pandémie avec très peu de temps dans le pays. Et il est toujours là, mais ils n'ont pas quelqu'un ici. Et il n'y a pas de programme. Le pays a le droit de consulter l'équipe du siège, mais n'a pas l'obligation. J'imagine qu'on aura des discussions avec eux dans le contexte des assemblées annuelles qu'on a discuté tout à l'heure. Mais il n'y a pas il y a un contact régulier, je suppose, mais pas très profond. Et au niveau technique et pas au niveau des décideurs. Mais on pourrait vous dire, oui. Ce qui se passe. On pourrait vous dire que, sans accord avec le Fonds monétaire international, en mars dernier, lors de l'éclatement du premier cas de Covid-19 en Haïti, le fonds a apporté quand même plus de 100 millions de dollars américains et, de manière très inédite, ne pas rester au niveau de la Banque centrale, transférer ça au niveau support budgétaire. Et ce mécanisme, étant ancien du fonds, comment vous expliquez ça? On pourrait vous poser cette question également. Ah non, c'est possible. Mais en ce moment, ils ont eu des négociations virtuelles. Ils ont fait une lettre d'intention, ce qui est la base de la décaissement. Mais c'était un décaissement, c'était pas un programme. Ils ont demandé aux autorités quelques engagements minimes, simplement pour assurer que les budgétaires servent pour renforcer le système de santé, des choses pareilles. Et je pense qu'ils peuvent demander la même chose en 2021, mais ça, son programme, en ce moment, ils n'ont pas l'obligation de le faire. Et je ne sais pas non plus comment est reçu le gouvernement d'Haïti au sein du FMI au niveau politique du conseil d'administration, un pays qui n'a pas de législature, qui n'a pas de gouvernement approuvé par la législature. Donc, c'est un peu incertain. La réception, évidemment, ils ont accordé le décaissement d'urgence et j'imagine un autre, mais pour avoir un programme, certainement dans un contexte où le mandat du premier mandataire vient à son terme. Je ne sais pas comment ça va jouer dans le contexte politique de haut niveau. Vous vous rappelez, de la première partie de l'émission, on parlait de l'influence politique au niveau du Fonds monétaire international. Il y a certainement les règles écrites, il y a des règles non écrites. Il y a certains membres qui sont très influents et si on est un ami de ces membres, ça peut aider en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y a pas de petites pressions politiques qui peuvent être réalisées au niveau du Fonds monétaire international dans ce genre de choses? Par le passé, l'Haïti a été beaucoup aidé par les États-Unis, qui a une forte population d'origine haïtienne et qui a peur d'une migration additionnelle de Haïti aux États-Unis. Et donc, ils sont toujours, par le passé, ils ont toujours été prêts à aider. Maintenant, avec le régime actuel aux États-Unis, ils ont appelé Haïti un mot que je ne peux pas dire à la télé. Tout à fait. Donc, ça a changé quand même. Je doute qu'elle est là. Ça a changé quand même. Oui, donc on revient encore au budget. Donc vous estimez que ce n'est pas trop réaliste. Maintenant, les dépenses, bon. Wayne,
vous allez accepter avec moi qu'en Amérique latine en particulier, en Afrique, là, et puis dominicaine récemment, année électorale, période électorale, vous avez des budgets qui sortent de la normale. Et c'est exactement le cas de la République dominicaine. Le PLD qui est au pouvoir a réalisé les dépenses pour essayer de supporter Gonzalo. Ils ont perdu. Et maintenant, ils veulent essayer de reprendre tout ça en main. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce budget de la même logique lorsque l'économie et la politique se retrouvent dans un même lit? On pourrait bien. Et j'appuierai jusqu'où je peux avec cela. Mais avec la politique de change actuelle, c'est pas cohérent. Et donc, on est en train de jouer un jeu très dangereux avec la pression pour une gourde forte. La gourde forte ne va pas avec l'inflation forte et le budget déficitaire énorme et la monétisation du déficit. C'est impossible. Ça, c'est l'explosion qui va venir quand la Banque centrale a épuisé ses réserves internationales pour maintenir ce taux artificiel et depuis une chute comme on n'a jamais vu. Et ça, c'est ma crainte. Êtes-vous en train de nous dire, dans les modèles que vous avez au niveau du Fonds monétaire international, lorsque vous mettez ce budget et vous regardez ce qu'on veut avoir comme résultat au niveau de la relation good par rapport au dollar, c'est comme avoir quelqu'un qui pèse 90, 100 kilos et un petit costume qu'on veut trouver le jacket pour faire tout ça. C'est ce que vous me dites là? Oui, mais je ne dirais pas du point de vue nécessairement du Fonds monétaire, parce que je ne parle pas pour eux. Non, pas du tout, parce qu'il y a des modèles quand même. La vaste majorité d'économistes sérieux qui travaillent avec des économies ouvertes et petites, c'est toujours ce qui se passe. Mais si on devrait prendre les données du budget, parce que le ministre de l'économie et des finances était dans ce studio cette semaine pour parler du budget. Et il a dit, en répondant à des questions au niveau d'une émission extrêmement populaire qui s'appelle Le Point, qu'il pourrait se retrouver 70-72 gouttes avec un tel budget. Donc vous, si vous prenez ces données budgétaires, vous les mettez dans le modèle, vous allez retrouver autour de quoi comme taux de change? Non, c'est à 3 chiffres. 3 chiffres? Il faut souvenir que le budget a été fait sur la base, je suppose, d'un vieux chiffre de taux de change. Et les douanes sont extrêmement importantes dans les recettes. C'est la moitié des recettes de l'État. Donc, plus le gourde est forte, moins sont les recettes de l'État. Et de l'autre côté, c'est vrai que, par exemple, le service de la dette est moins aussi. Mais le poids des douanes, c'est tellement fort que l'impact sur la dette n'est pas égal. Et donc, en termes nets, on doit être perdant. Plus la gourde est forte, plus le déficit budgétaire doit être plus grand. Et jusqu'à récemment, la douane chargeait plus de 100 gourdes pour des activités et des transactions en quelque sorte. Mais il paraît qu'ils ont changé ça après des réactions négatives du secteur des affaires. Mais le ministre de l'économie et des finances a répondu à cette question, à savoir ce doute que vous avez concernant ce taux et les entrées de la douane. Il dit qu'on va faire des réformes structurelles, qu'on va lutter contre la contrebande, qu'il y aura des relations beaucoup plus étroites entre la République dominicaine et Haïti pour réduire la contrebande. Est-ce que vous ne souscrivez pas à cette hypothèse? Ce n'est pas la première fois que j'ai entendu ce discours. On a essayé à plusieurs reprises pour faire cela. En général, les réformes profondes des douanes, ça c'est un processus qui prend 3 ans. Et on n'a pas 3 ans pour faire les réformes. Et j'aimerais bien voir cela. Il
il n'y a aucun doute que ça serait une bonne chose. Mais qui vont le faire maintenant, en campagne politique, quand le niveau d'instabilité sociale qu'on voit au jour le jour, c'est difficile, pour ne pas dire impossible. Okay. Très difficile. Vous avez pris des positions sur Twitter, également au niveau de LinkedIn, et il y a des réactions. Et vous avez analysé la situation du textile, que vous estimez que le taux n'était pas un taux qui serait intéressant pour ce secteur en Haïti. Et j'ai entendu dire, peut-être que Wayne Kamara, avec son groupe, est en train de défendre un groupe textile en République dominicaine. Bon, et je vous donne l'opportunité de répondre à cette attaque. Non, c'est le contraire. C'est parce que je ne parle pas beaucoup des textiles qui ont un main-d'œuvre haïtien qui n'est pas. C'est vrai qu'il y a 100 000 emplois, 50 000 emplois, mais la chose importante, ce sont les industries haïtiennes, les producteurs de riz, de l'artibonite, qui vont devoir vendre leur riz en concurrence avec le riz importé des États-Unis à 72 gourdes, disons, par dollar. Ou les gens qui ont investi dans l'industrie haïtienne, que ça soit des huiles pour la table, les autres. Le premier bénéficiaire d'un gourde forte, c'est la République dominicaine. Et pourquoi? Parce que c'est eux qui vont pouvoir réagir en première pour faire entrer des produits dominicains pour les vendre à des prix jamais vus, avec un taux de change tellement bas. La concurrence, ça va être terrible. Quel est le niveau du peso par rapport au dollar aujourd'hui? Quel est le niveau du peso par rapport au dollar aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 68. Et 68 depuis... pardon, 58. 58. C'est bien ça, 58 depuis le mois de juin. Comment ils ont pu maintenir cette stabilité en dépit du choc qu'ils ont eu? Pourquoi il n'y a pas eu une forte appréciation du dollar par rapport au peso? Comment les Dominicains ont pu réaliser cette stabilité? Il y en avait en mai-juin. La Banque centrale a vendu des milliards de dollars pour calmer le marché. Ils ont mis finalement beaucoup de pression sur les banques pour ne pas changer leur taux. Et à fur et à mesure, les gens, parce que c'est la même chose en Haïti, quand le taux de change commence à aller, tout le monde réagit. Et donc, la première chose, c'était d'arrêter le mouvement et que les gens se sont calmés. Et ensuite, le gouvernement est sorti pour chercher cet emprunt de, comme j'ai dit, 3,8 milliards de dollars. Ils ont maintenant 10 milliards de dollars en réserve internationale pour faire face à la spéculation. Donc, le prêt qu'ils ont réalisé a permis quand même... Le prêt qu'ils ont réalisé sur les marchés internationaux à un taux assez intéressant a permis quand même d'avoir une masse de dollars à venir dans l'économie et à recomposer considérablement les réserves nettes de change du pays. Tout à fait. Yep. Ils sont maintenant au même niveau qu'ils étaient au mois de janvier. Wayne, pour finir, quelle différence que vous faites entre le marché des changes dominicain et le marché des changes haïtien qui pourrait expliquer cette disparité qu'on retrouvait entre les monnaies? Non, qu'ils ont une discipline. Le budget, je ne parle pas du budget 2001, ni 2000 ni 2001, que ce sont des circonstances particulières, mais c'est toujours bouclé. Il y a le financement. Et c'est vrai, ils ont eu des déficits, 2-3% du PIB, mais ils ont eu le financement réel et pas le financement de la Banque centrale. On a un gouverneur qui est là depuis très longtemps, qui a pu maintenir la stabilité, que le nouvel gouvernement a décidé de retenir en vue de ses qualités.
en Haïti, on ne comprend pas du tout ce que la Banque centrale est en train de faire. Ils ont vendu 150 millions de dollars, ils ont racheté 120 millions de dollars, 130 millions de dollars. Peut-être ils ont eu des bénéfices, mais ce n'est pas leur rôle. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Parce que je vois difficilement terminer l'année en 2 chiffres avec le budget qu'ils ont, la situation du pays. Mais s'ils ne font pas quelque chose de vraiment dramatique, c'est incontournable. Et quand le cours commence à déprécier, tout le monde va être dessous. Et ça va être très, très fort et trop rapide et très déstabilisant. Le dernier mot, Wayne? J'aimerais bien ne pas voir cela. Ah, merci. Le dernier mot, c'est vraiment le dernier mot. C'est bien le dernier mot. Merci beaucoup, Wayne. Ça a été vraiment un plaisir. Et je sais que vous êtes tout disponible pour nous parler de cet espace économique, pour apporter votre connaissance au niveau mondial et au niveau régional. Vous êtes tout près de nous et vous êtes toujours disponible. Merci beaucoup, Wayne. Bon week-end. Merci, Kessner. Merci à vos spectateurs, vos auditeurs. Et je les espère le meilleur. Merci bien. Ciao. À la semaine prochaine.